Bonjour à tous. Merci d'être venus assister à cette à ce talk sur serverless. Je vous propose d'embarquer immédiatement. Pas de panique si vous n'arrivez pas à décrypter certains textes. Aucune des slides qui vont suivre ont des textes beaucoup plus intéressants que ceux-là. Donc vraiment, vous inquiétez pas, j'en parlerai, on va passer dessus. Avertissement. Le premier prérequis pour ce talk, c'est de, si possible, ne rien savoir sur serverless. Si vous savez déjà des choses sur serverless, je vais vous demander de les mettre un petit peu de côté, d'essayer de les oublier. On va partir ensemble sur un postulat très simple, qui est qu'on bascule dans serverless dès lors qu'on accepte que la machine qui va exécuter notre code n'est plus à notre disposition. On ne peut pas l'éteindre, pas la démarrer, pas la configurer. Elle n'est pas à nous. Ça y est, c'est serverless. On va voir un petit peu plus par la suite, mais pour l'instant, c'est notre prérequis. Ensuite, je préfère vous prévenir, on parle d'une techno nouvelle, on verra les conséquences que ça peut avoir. On a seulement 15 minutes, donc ça va être un petit peu sportif, mais surtout pour moi. Et enfin, dernier avertissement, on ne va pas réaliser un CRUD dans ce talk. C'est souvent le cas. Alors, c'est pas que ce soit pas intéressant, mais pour cette techno-là, c'est pas un CRUD qu'on va réaliser. Ce qu'on va réaliser aujourd'hui, ou en tout cas ce qu'on va revivre, c'est la réalisation d'une application, disons qu'elle s'appelle Chattybird. Elle me permet d'avoir des statistiques sur des comptes Twitter pour savoir si je décide ou non de suivre une personne. Pour pas me laisser déborder par mon travail de veille, j'avais besoin de savoir si oui ou non ça allait m'apporter, ou si c'était juste plus d'informations et plus de bruit que ce que j'étais capable de suivre. Donc voilà, j'ai cherché à me développer cette petite application qui fait pas grand-chose, si ce n'est je lui donne le login d'un compte et elle me propose quelques petites stats que j'ai définies comme étant intéressantes pour moi. Donc voilà, je vous propose de revivre un peu le développement de cette application sur une techno serverless. Mais dans un premier temps, pour parler un langage qu'on parle tous, je vais vous proposer de vous expliquer comment elle fonctionne si elle n'est pas serverless. Non pas que je l'ai réalisé d'abord sur une techno classique pour la basculer en serverless, mais je trouvais que c'était plus simple pour se comprendre entre nous de partir sur une archi classique. Donc au centre, un serveur qui sert une application type single page app en React, qui va permettre à l'utilisateur de s'authentifier. L'utilisateur veut des stats Twitter, on ne va pas s'amuser à générer des contenus même, on va implémenter un sign-in with Twitter. Donc ça se marche comme ça, l'utilisateur cherche à s'authentifier, côté serveur on va demander un request token à l'API de Twitter, on va rediriger l'utilisateur de manière à ce qu'il puisse obtenir de son côté un autre token d'après le request token qu'on lui a fourni, on ne gère pas son mot de passe, il est en direct avec Twitter. Grâce à l'autre token obtenu, nous, on va se créer un token applicatif de notre côté, après être servi de l'autre token de l'utilisateur pour récupérer un access token. Voilà, c'est un sign-in classique, et c'est ce qui faisait partie des besoins de l'application. Et enfin, notre utilisateur est identifié, on a stocké son token en session, là où on veut, dans un cookie. Maintenant, notre utilisateur peut demander, pour un compte Twitter, quelles sont les statistiques, et nous, on sait qui est notre utilisateur, on peut aller interroger l'API Twitter. Voilà, on a à peu près fait le tour. Ça, c'est le contexte applicatif qu'on va essayer de rendre serverless. Et par la magie des slides, voilà à quoi ça ressemble. Paf. Voilà, je recommence. Pas serverless, serverless. Alors, l'idée, ça ne va pas être là d'écarquiller les yeux et d'essayer de tout comprendre brique par brique. Ce serait un peu long. On va juste passer spécifiquement sur certaines zones. Commençant par la première, vraiment au cœur du système. Disons qu'on a une fonction, on en a tous entendu parler vis-à-vis de serverless, qui va nous permettre de requêter l'API Twitter et faire nos calculs de statistiques. Ça y est, on se lance. Les fameuses fonctions, comme dans Function as a Service. Il y en a un exemple ici, un petit exemple de code. Ce qu'on peut voir sur la gauche, c'est que globalement, ces fonctions, comme toute fonction en informatique, elles prennent des entrées, elles effectuent des calculs et elles fournissent une sortie. Ça va, je suis content. Le niveau de contraste est relativement bon, j'ai l'impression. Vous voyez du coup qu'en bleu, il y a seulement le code qui est spécifique au fait que cette fonction est destinée à fonctionner dans un environnement serverless. Un petit peu aussi en vert, mais sinon ce qu'on voit en rouge et en rouge les entrées, en orange les sorties, et tout le reste qu'on voit en blanc, c'est purement du code métier, du code fonctionnel dont on a vraiment besoin. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que l'impact de serverless sur notre fonction est relativement peu important, et c'est quelque chose qui sous-tend un peu la philosophie serverless. Si on fait un petit bilan maintenant de que sont ces fameuses fonctions, elles sont donc invoquées à la demande, et là on rejoint vraiment notre postulat de départ, on ne va pas avoir la main sur ce qu'elles font. On ne peut pas choisir nous de les démarrer, les arrêter, elles vont être invoquées par des événements qu'on pourra décrire plus tard.
Le langage est au choix, en fonction des cloud providers, de là où vous décidez d'implémenter vos fonctions, vos lambda, vos cloud functions, elles s'appellent un peu différemment partout. Vous allez pouvoir utiliser différents langages, beaucoup les langages de script, que ce soit JS ou Python, parfois du Java, parfois du C#, enfin, il y en a souvent, il y en a différents. Un point qui est très très important, c'est qu'il faut que cette fonction elle soit entièrement packagée et qu'elle embarque en elle-même toutes ses dépendances, puisqu'on revient sur notre postulat de départ, on n'a pas la main sur la machine qui exécutera le code. On ne peut pas décider de lui installer une librairie en plus, on ne peut pas décider de fournir quelque chose dynamiquement à l'exécution. Il faut forcément que tout le code soit packagé de manière à pouvoir s'exécuter. Enfin, et c'est vraiment la promesse des functions as a service, elles sont censées être nativement scalables et avoir une mise à l'échelle qui est dite immédiate et normalement illimitée, puisqu'elles sont invoquées à la demande. Chaque demande, une invocation de votre fonction. Théoriquement, il n'y a pas de limite. On a vu une première brique qui était vraiment la fonction elle-même. Maintenant, ce qu'on va se dire, c'est que si cette fonction, on n'a pas la main dessus, qu'on n'est pas capable de l'exécuter, elle va guère aider notre utilisateur final à obtenir ses stats. Donc ce qu'on va vouloir, c'est pouvoir s'ouvrir sur le monde du web, et ça, c'est une brique nouvelle. Chez Amazon, elle s'appelle Gateway, et l'idée, c'est de pouvoir mapper notre fonction à une requête HTTP. Donc, on a écrit notre code précédemment, il était purement métier, il faisait ce qu'on voulait qu'il fasse. Maintenant, on va demander à l'écosystème de rendre ce code accessible sur une requête HTTP. Donc, la gateway fait ça, elle permet de mapper une ressource à un handler de fonction, de mapper des paramètres, la route, les URL, des requests param, de manière à ce que ça arrive en entrée de notre fonction et qu'on puisse effectuer le travail dont on a effectivement besoin. Quelque part, c'est une externalisation du contexte web. Quand on a écrit la fonction initialement, il n'y a que peu de prise sur le fait que cette fonction sera, in fine, l'équivalent d'un contrôleur web. Ça y est, on s'est ouvert au web, notre utilisateur peut potentiellement requêter notre application, obtenir des stats. Maintenant, on se souvient de ce que j'ai présenté au début, on veut aussi pouvoir l'authentifier. Ça va aussi reposer en partie sur des lambdas. Sauf que, quand on a créé notre fameux application token en ayant suivi le flow du sign-in, on va avoir besoin de stocker ce token-là. Sauf qu'on est une fonction exécutée à la requête, on n'a aucun moyen de conserver un historique d'exécution pour savoir ce qui s'est passé jusqu'ici. Donc on va avoir besoin de quelque chose pour backer nos données. Par exemple, pour cette application-là, j'ai utilisé un Redis, et c'est là qu'on va se rendre compte que serverless, c'est pas seulement des fonctions, c'est pas juste function as a service, c'est vraiment des fonctions et des back-ends, si possible as a service, et les fonctions sont là surtout pour faire la glue, pour implémenter du métier spécifique, mais elles ne peuvent pas toutes seules. En particulier, du coup, on peut avoir besoin d'un Elasticsearch as a service, d'une base de données as a service. C'est cette interopérabilité des deux qui va définir un peu tout notre écosystème serverless. On a réussi donc à ouvrir notre code métier au web, l'utilisateur peut requêter notre service, on peut récupérer les tokens pour lui via différentes fonctions, on va vérifier qu'on puisse aussi l'authentifier, et pour ça on va encore se servir d'une lambda, cette fois-ci une lambda un peu spécifique, dans le contexte AWS on appelle ça authorizer, et l'idée c'est que à la requête, je suis désolé les flèches ne sont pas dans le bon sens, mais on va se comprendre quand même, je vais le faire avec mes petites mains. Lorsque l'utilisateur requête la gateway va appeler une première lambda en amont, une première fonction en amont, qui sera en charge de s'assurer que l'utilisateur est effectivement authentifié, en requêtant Redis, récupérant le token, peu importe, et seulement après, elle autorisera la gateway à faire transiter le trafic jusqu'à la fonction métier qui effectue les calculs. Voilà, je ne me suis pas appesanti sur tous les points, mais globalement, on a vu l'essentiel, on a pu reproduire et on observe du coup nos différentes fonctions, celle au centre qui est vraiment notre fonction métier, en dessous notre authorizer, au-dessus les deux fonctions qui sont en charge de requêter l'access token, le request token. Un tout petit mot pour finir, du coup, comme on n'a plus un serveur qui est en permanence allumé, qu'on ne sait pas comment ça va se passer, on a besoin de quelqu'un pour servir notre front, du coup un service. Chez Amazon, ça peut être un couple S3 et CloudFront comme CDN. On va essayer de prendre un petit peu de recul sur tout ce qu'on vient de voir. On a réussi à créer notre contexte applicatif serverless. Par contre, si on se rappelle de ce dont on est parti, ça avait l'air quand même globalement beaucoup plus simple. Donc on peut se poser la question, mais est-ce qu'on n'a pas de se complexifier la vie de manière très très importante? Ce que j'ai été amené à comprendre en discutant avec différentes personnes, c'est que ça finalement c'est très théorique. Très souvent, c'est ce que j'ai pu observer, quand on va vouloir passer ça en production, réfléchir à comment on le rend disponible aux utilisateurs, on va suivre tout un tas d'étapes
qu'on va essayer de suivre ensemble et voir ce à quoi ça peut ressembler. Très rapidement, on va vouloir rendre générique notre application, faciliter son déploiement. Ça passe par une étape de mise en conteneur. Assez rapidement, on va se dire, c'est pas à notre serveur métier de servir le front, on va trouver quelqu'un pour le faire pour nous, par exemple Nginx, installation d'un serveur, configuration. On va vouloir cacher tout ça, on va rajouter encore quelque chose, pourquoi pas Varnish. Rapidement, on va vouloir monter à l'échelle, notre application marche bien, on a en plus pris la peine de la mettre en conteneur, il y a plein d'outils pour ça. Pour réussir à suivre la cadence, on va multiplier les machines. Rapidement, du coup, on va vouloir load balancer, puisqu'on a plusieurs machines, on va vouloir gérer notre trafic, l'envoyer vers les différentes machines. Une fois qu'on a fait ça, un nouvel outil à configurer. Une fois qu'on a fait ça, la gestion de session devient beaucoup plus complexe, puisque très potentiellement, d'une connexion à l'autre, notre utilisateur va être load balancé sur un serveur ou sur un autre. Il nous faut une gestion de session qui soit globalisée, par exemple un Redis. C'est des choix qui sont arbitraires, on peut en faire d'autres, mais ça traduit un petit peu ce qui peut arriver. Pour finir, si on veut reproduire cette idée d'exécution à la requête, du fait qu'en fonction de la charge dynamique, on va avoir plus ou moins de capacité de calcul par rapport à ce que consomment vraiment nos utilisateurs, et pas par rapport à ce qu'on a défini en dur, on va devoir en plus faire du scaling dynamique, qui est une autre configuration, par exemple de l'ECS sur Amazon. Voilà. Tout ça pour dire que quand on compare les deux schémas finaux, entre ce qu'on fait en serverless et ce que deviendra notre application au contact de la production, ou ce qu'elle pourrait devenir, on se rend compte que finalement la comparaison en termes de complexité est plus si folle que ça. Et c'est vraiment toute l'idée derrière serverless, c'est de dire dès le départ, dès les premières lignes de code, tout va être pensé pour que ce soit production ready. Bien sûr, tout ça est théorique, encore une fois, c'est une techno très nouvelle. Il y en a encore assez peu, mais voilà, c'est de dire, dès le départ, quand on va tout concevoir, c'est pensé pour partir en prod, entre guillemets, tel quel, et pas pour devoir passer par des étapes intermédiaires pour enfin devenir production ready. Voilà, on n'est pas si loin que ça d'en avoir fini. Je me permets du coup de faire une petite pause. Je savais que ce serait sportif. On va essayer de passer un petit peu de temps du coup sur les conclusions de l'expérience que moi j'ai pu vivre, à la fois en développant cette appli pour mon usage perso et en préparant cette conférence pour vous tous. Je vous avais dit qu'on ne réaliserait pas un CRUD, et vraiment c'était un choix. On n'a pas réalisé de CRUD, on a plutôt réalisé une application pensée tout de suite pour ses utilisateurs finaux. C'est aussi un peu l'état d'esprit serverless, c'est de dire ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de penser fonctionnellement qu'est-ce qu'on veut offrir à notre utilisateur. On veut lui permettre de s'authentifier facilement avec son compte Twitter, de ne pas avoir un énième mot de passe à gérer, des choses comme ça. Et ça, c'est assez encouragé et assez facilité par les différentes briques présentes sur serverless. Attention quand même, on ne peut pas forcément tout faire dans l'état d'esprit serverless. Pour les calculs lourds ou très longs, c'est assez peu adapté puisque les fonctions souvent sont timeboxées. Chez Amazon, c'est 5 minutes max, après elles sont tuées. Il faut essayer de se méfier aussi des appels enchaînés, puisqu'une fonction qui va en appeler une autre, qui va en appeler une autre, qui va en appeler une autre, les fonctions ont le bon goût d'être facturées par tranche de 100 millisecondes, ce qui fait qu'on est vraiment facturé par rapport à l'usage qu'on en a. Par contre, si elles s'appellent en cascade, il va y en avoir autant que sur la chaîne d'appels qui continueront d'être facturées tant que la dernière n'a pas répondu et qu'on peut fermer tous les contextes. Enfin, par exemple, on ne peut pas facilement faire du WebSocket, puisqu'on ne peut rien laisser d'allumé pendant longtemps. C'est en recherche, en tâtonnement, j'ai pas trouvé de solution. Il y a des gens qui commencent à proposer des choses. Je crois que ça dépend des providers. On pourrait espérer qu'un jour ce soit embarqué par exemple dans la gateway chez AWS, puisqu'elle sert les requêtes, et éventuellement elle pourrait ouvrir des WebSockets. À ma connaissance, pour le moment, ça n'existe pas. On avait dit qu'on avait seulement 15 minutes, et on est presque en passe de tenir dans les 15 minutes. C'est ça aussi, à mon sens, quelque chose qui est vraiment porté dans l'ADN de serverless. On va définir des tout petits contextes. Chaque fonction ne fait vraiment que ce dont elle a besoin. Elle a assez peu de prise sur l'extérieur. Et on va pouvoir itérer par étapes, monter progressivement ce dont on va avoir besoin. Une première fonction, une seconde fonction, une troisième fonction, qui vont permettre d'avancer doucement, enfin vite, mais en même temps par micro-étapes, de manière à comprendre toujours ce qu'on fait. Ensuite, l'interaction entre fonction et back-end as a service, c'est vraiment trouver des briques le plus possible qui sont disponibles, que ce soit un Elasticsearch sur Amazon, un Redis, des choses qu'on configure relativement rapidement, avec si possible des outils d'infrastructure as code qui les rendent facilement disponibles, et ensuite faire la glue avec
presque finalement le moins de fonctions possible pour essayer de se concentrer vraiment sur fonctionnellement ce qu'on veut développer et pas trop tout l'écosystème autour. Ça fait dire à certaines personnes dans des articles, des choses comme ça, que serverless, c'est vraiment l'esprit DevOps from scratch. C'est pas dev puis ops, c'est dès le départ DevOps. Après, je ne vais pas vous cacher que c'est aussi, ça reste très vaste, du coup, il faut maîtriser plein de choses, donc aller en profondeur n'est pas forcément facile surtout. On a presque fini, c'est une techno qui est vraiment nouvelle, encore relativement instable et sur laquelle j'ai été surpris qu'il y ait assez peu de retours. Il n'y a pas encore forcément de références fortes, de solutions par défaut qu'il faut employer. Ça viendra, j'espère, rapidement. Et donc, pour finir vraiment, je pense que, en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est que vraiment l'esprit serverless, c'est de faire le plus possible de développement qui servent spécifiquement notre application et ses utilisateurs, et le moins possible le comment est-ce qu'on va la fabriquer. Et voilà. Merci. Merci tout le monde.